Est évident quand on lit la presse française ou qu'on entend nos hommes politiques, c'est ce qu'on pourrait penser au premier abord, mais je ne le crois pas du tout. Et je ne le crois pas pour deux raisons. La première, c'est que la France est, avec le Royaume-Uni, le berceau intellectuel de la pensée libérale, de la philosophie libérale. Nous avons dans notre patrimoine culturel de très très grands auteurs libéraux qui ont été oubliés, occultés, voire même refoulés dans les débats académiques ou dans les débats politiques français, mais qui sont toujours très étudiés à l'étranger, notamment dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il n'y a aucune antinomie entre la France et le libéralisme, c'est que je crois que ce sont moins les Français qui sont antilibéraux que leurs élites. Quand je parle de leurs élites, ce sont évidemment les élites politiques, mais je crois plus encore les élites intellectuelles. Raymond Boudon, il y a quelques années, avait publié un ouvrage très intéressant qui s'intitulait « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ?» Et récemment, des chercheurs de Grenoble ont publié une étude qui s'intitule « Que pensent les penseurs ?» et dans lequel ils analysent les opinions politiques d'un échantillon de 1500 universitaires. Et on voit le décalage flagrant qu'il y a entre ces universitaires qui sont beaucoup plus à gauche que la moyenne des Français, beaucoup plus pro-État que la moyenne des Français, et beaucoup plus méfiants à l'égard du marché. Donc je crois que là, il y a un véritable décalage et que c'est là qu'est la vraie question. Donc il ne faut pas tellement se demander si France et libéralisme sont incompatibles, mais plutôt pourquoi nos élites politiques et intellectuelles ont un rapport aussi conflictuel avec le libéralisme. Oui, je le crois. Tout d'abord, je pense que la philosophie, et la philosophie politique en particulier, n'est pas simplement une discipline universitaire où des professeurs de faculté devraient s'adresser à des professeurs de faculté, mais une pensée du collectif qui s'adresse à tous les citoyens. Il y a d'ailleurs des grands classiques dans l'histoire, que l'on pense à Socrate ou plus proche de nous à Alain, qui chaque jour écrivait dans la presse quotidienne régionale des propos qui s'adressaient aux Français et qui aspirait à, comme il disait, élever le fait divers à la hauteur de la métaphysique. Donc je pense que la philosophie politique a beaucoup à nous dire sur le monde d'aujourd'hui et en particulier les grands auteurs libéraux. Si on pense à quelqu'un comme par exemple Benjamin Constant, c'est le grand théoricien de la démocratie libérale. La grande idée de Benjamin Constant, c'est que la souveraineté doit être limitée, que le pouvoir doit être contrôlé et que quand bien même le pouvoir serait démocratiquement élu, quand bien même il aurait derrière lui 99,99% de sa population, ça ne serait en aucun cas l'autoriser à bafouer le droit des minorités, à commencer par la plus petite des minorités qui soit, c'est-à-dire l'individu. Et on voit bien que si ce sont là de grands principes philosophiques, ils ont à l'évidence une application très concrète. Pensez par exemple à quelqu'un comme M. Poutine ou Erdogan. Personne ne peut nier qu'ils sont le soutien d'une grande partie de leur population. Pour des auteurs libéraux comme Benjamin Constant, ça ne peut en aucun cas leur donner le droit de bafouer les droits des minorités, les droits fondamentaux des citoyens, les droits de l'individu. Et en ceci, les grands classiques libéraux, quand bien même ils ont écrit il y a plusieurs siècles, ont beaucoup de choses à nous dire sur le monde d'aujourd'hui. Bien, au risque de surprendre beaucoup de monde, je dirais que les libéraux français, notamment du XIXe siècle, ont souvent été plus radicaux et plus puristes, si je puis dire, que les libéraux anglo-saxons. Le libéralisme anglo-saxon, depuis le XIXe siècle, est dominé par la philosophie utilitariste, qui est née avec Bentham et John Stuart Mill. Cette philosophie utilitariste considère que le but d'une société, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Alors, ce qui est une philosophie libérale, c'est au nom de cela, par exemple, que quelqu'un comme Bentham, au XVIIIe siècle, donc avec 2 siècles d'avance, demande la dépénalisation de l'homosexualité en expliquant que si c'est une sexualité entre adultes consentants, elle ne nie à personne. Mais dans le même temps, le principe selon lequel la société doit chercher le bonheur du plus grand nombre peut également légitimer l'intervention de l'État. C'est-à-dire que si l'on arrive à démontrer que l'État, par son intervention, permet le plus grand bonheur de plus de gens, eh bien, son intervention devient légitime. Et c'est la raison pour laquelle Bentham
John Stuart Mill ou même Adam Smith, qui est tout sauf un anarcho-capitaliste, légitime une intervention parfois très poussée de l'État. Les libéraux français, eux, relèvent d'une philosophie qui est différente. Pour la plupart, ils sont issus du droit naturel, philosophie très puissante au XVIIIe siècle et qui part de l'individu, qui considère que l'individu a des droits individuels sacrés, inviolables, et que il faut ménager un espace privé qui soit inviolable par l'autorité sociale. Et donc, du coup, bien entendu, en se plaçant dans cette perspective, l'intervention de l'État est vue avec beaucoup plus de méfiance, même s'il ne faut pas, à mon avis, caricaturer la notion de laisser faire, laisser passer, qu'on a tendance à réduire le libéralisme français du 19e à cette expression, mais cette expression ne veut en aucun cas dire que l'État n'a aucun rôle à jouer, et pour dire les choses simplement, les libéraux français du 19e siècle ne sont pas des anarcho-capitalistes. Bien, contrairement à une idée reçue, les libéraux ne sont pas seulement des économistes, et les libéraux français du 19e siècle en particulier ont beaucoup écrit sur l'État, et en particulier sur la nature de l'État à l'âge démocratique, et leur grande idée, au fond, a très bien été résumée par la formule très célèbre de Frédéric Bastiat, selon laquelle l'État serait cette grande fiction par laquelle tout le monde essaie de vivre aux dépens de tout le monde. Alors, la formule est célèbre, mais elle est souvent prise comme une simple boutade, alors qu'en réalité, c'est une formule qui est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Ce que veulent dire en fait les libéraux français, c'est que l'État, qui devrait être un arbitre, qui devrait incarner l'intérêt général, devient souvent un instrument au service d'une partie de la population et aux dépens d'une autre. Je prends simplement 2 exemples. Lorsque l'État subventionne une entreprise qui n'est pas rentable, il favorise les ouvriers de cette entreprise qui voient leur emploi sauvé. Mais ceci se fait aux dépens d'autres ouvriers, puisque ces subventions seront financées par le contribuable, et l'argent que le contribuable aura consacré à ces subventions, c'est autant d'argent qu'il n'aura pas pour acheter un produit d'une autre entreprise, et donc on déshabille Pierre pour habiller Paul. On pourrait dire exactement la même chose de la politique protectionniste. Qu'est-ce que c'est que la politique protectionniste ? C'est favoriser un pan de l'industrie nationale aux dépens du consommateur, et le consommateur qui aura dû payer plus cher une marinière française, par exemple, pour sauver un pan de l'industrie française, aura moins d'argent et ne pourra pas acheter tel livre aux dépens de son libraire. Donc on habille Paul en déshabillant Pierre, et donc l'État devient ainsi la proie d'intérêts particuliers et non pas le défenseur de l'intérêt général qu'il devrait être. Et ça, c'est une idée que les libéraux du 19e siècle développent de manière très approfondie, et bien entendu, il est assez facile de comprendre combien ces analyses sont toujours d'actualité. On pourrait dire par exemple que lorsque l'on fait payer nos acquis sociaux par les générations futures, cela relève exactement de la même logique, comme dit toujours Frédéric Bastiat, en économie, il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne voit pas. On voit qu'on habille Paul, on ne voit pas qu'on déshabille Pierre. Alors, si l'on regarde le spectre politique français actuel, il est clair que les extrêmes rivalisent dans l'antilibéralisme. Que l'on écoute l'extrême gauche avec M. Mélenchon ou l'extrême droite avec Marine Le Pen, les deux ont finalement le même ennemi qui est le libéralisme et la mondialisation dite libérale. Est-ce que ça veut dire pour autant que le libéralisme est au centre ? Les choses sont un petit peu plus complexes. Quelqu'un comme François Bayrou, par exemple, est un homme du centre, ce n'est pas un libéral, comme le dit très souvent son ami Jean-Louis Bourlange. Dans le même temps, si l'on prend quelqu'un comme M. Macron, qui aujourd'hui incarne peut-être le mieux cet espoir de tenir un discours qui soit plus positif sur la mondialisation actuelle et sur le libéralisme, il va de soi que l'espace politique qui est le sien va grosso modo de la droite du Parti socialiste, incarné par le maire de Lyon, à l'UDI. Donc une sorte de centre à cheval sur le centre-gauche et sur le centre-droit. Le seul problème, c'est qu'il se heurte à une double difficulté. La première, c'est qu'il fait un pari, celui selon lequel le clivage gauche-droite serait révolu
et qu'une force centrale, centriste, progressiste, libérale et européenne pourrait grignoter à la marge et devenir une majorité. Ce qui n'est pas un pari stupide, mais ce qui est un pari audacieux. L'autre difficulté à laquelle se heurte cette ambition, c'est que cela suppose que la gauche et la droite française rompent avec ce que quelqu'un comme Alain Madelin appelle le libéralisme hémiplégique. Cela veut dire que le Parti socialiste doit comprendre que le libéralisme économique n'est pas contradictoire avec le libéralisme culturel, et à l'inverse, la droite, que son libéralisme économique est parfaitement compatible avec un libéralisme culturel. Or, si l'on regarde ce qui se passe actuellement dans la primaire des Républicains, voyez à quel point les deux candidats qui tiennent le discours le plus libéral sur le plan économique, M. Mariton et M. Fillon, sont en même temps ceux qui tiennent le discours le plus conservateur, autrement dit le plus rétif au libéralisme culturel. Et là, il y a évidemment une difficulté pour un parti qui se voudrait libéral, c'est-à-dire d'un libéralisme global, économique, politique et culturel.